Cyberespionnage et élection présidentielle. Alors, quels sont les risques? Y a-t-il des parades? On a eu pas mal d'actualités qui ont de quoi nous inquiéter, notamment cette affaire Pegasus, on a trouvé en fait un logiciel espion dans le portable de ministres français. On sait aussi aujourd'hui qu'un cyberespionnage russe s'est produit au moment de l'élection aux États-Unis de Donald Trump. On a les réseaux sociaux qui communiquent de plus en plus sur leur façon d'aider à protéger l'intégrité des élections dans le monde, ce qui veut dire donc qu'il y a véritablement un danger, que tout le monde en est conscient. On en parle donc avec Bastien Bob, directeur technique Europe continentale chez Lookout. Bonjour, spécialiste dans la cybersécurité mobile et la protection des données, hébergées dans les services de cloud. Également avec nous en visio, Charles Thibault, qui est directeur de recherche à la Joint European Disruptive Initiative, qu'on peut appeler JEDI plus rapidement, et aussi chercheur associé à l'IRIS, l'Institut de Relations internationales et stratégiques. C'est un spécialiste en particulier du rôle des GAFAM BATX et des nouvelles technologies comme l'IA dans les relations internationales. Première question que je vais vous poser à tous les deux. Quelles sont, selon vous, les principales menaces qui pèsent là sur ce moment clé finalement de la vie démocratique française, qui est l'échéance de l'élection présidentielle en 2022? Bastien Bob. Alors, effectivement, l'ingérence de l'ensemble des pays qui sont censés être des amis, via des fake news, via les réseaux sociaux, via les attaques cyber, peut peser effectivement sur l'opinion publique, peut désinformer la population française et voire même faire circuler effectivement des fausses informations, récupérer des informations, les transformer, ou tout simplement voler des informations. Donc des campagnes d'influence. Oui, c'est ça. C'est effectivement ce qu'on appelle des campagnes d'influence qui utilisent les outils informatiques, qui utilisent les réseaux sociaux, qui utilisent les menaces cyber, qui utilisent les attaques informatiques. Alors c'est pas nouveau, c'est pas juste 2021, on l'a vu effectivement, comme vous l'avez dit, en 2016, on l'a vu dans la campagne américaine. C'est pas nouveau, ce genre de manipulation des foules, voilà, ça fait quelques... Alors comme c'est pas nouveau, on pourrait imaginer qu'on s'y prépare bien. Charles Thibault, selon vous, bonjour. Quelles sont ces principales menaces qui pèsent sur la présidentielle en France ? Bastien Bob a dit effectivement l'essentiel, c'est-à-dire il y a en gros 3 types d'attaques qui sont possibles, c'est-à-dire du sabotage, de l'espionnage et de la subversion, c'est-à-dire de la manipulation. Et effectivement, la manipulation peut arriver très tôt, grâce à l'espionnage en particulier, si des malfaiteurs, si je puis dire, des attaquants, qu'ils soient d'ailleurs français ou étrangers, venant d'États alliés ou d'États adversaires, utilisent ou récupèrent des données confidentielles pour pouvoir ensuite les répandre sur les réseaux sociaux, par exemple, ou via des médias plus stables, mieux insérés, et notamment si ce sont des informations sensibles qui peuvent nuire à la réputation, notamment, d'un candidat. C'est ce qui est arrivé effectivement en 2017, en 2016 et 2017, à la fois dans les campagnes présidentielles américaines et françaises. Alors, je dirais que c'est sans doute pas nouveau, ces campagnes d'influence, cet espionnage possible des campagnes présidentielles à travers le monde. Ce qui a changé, c'est quoi? C'est la dimension que ça a pu prendre, c'est l'impact que ça peut avoir sur le public. Ça, je dirais, c'est la partie peut-être négative, la face noire du numérique, mais il y a aussi le fait qu'on soit davantage armé face à ces menaces. On a des outils aujourd'hui, on les connaît. Pegasus, par exemple, a été révélé par votre société, notamment. Pegasus, c'est pas nouveau. Ça fait depuis 2016 qu'on les a identifiés, qu'on les suit. Pegasus, c'est un logiciel. La société, c'est NSO Group, NSO, c'est une société israélienne. Pegasus, c'est pas nouveau. Les attaques mobiles, c'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est qu'en fait, les usages, le mobile aujourd'hui, ou même les ordinateurs, sont encore plus courants dans notre vie qu'il y a 5 ou 10 ans. Le mobile est toujours avec nous. Il a énormément d'informations sur nous, sur notre vie privée, sur notre vie professionnelle. Et en fait, les acteurs malveillants ont bien compris qu'en ciblant le mobile d'une personne, en espionnant une personne via son mobile, via un logiciel malveillant, on peut récupérer énormément d'informations chaudes sur la personne. Mais on sait les protéger, puisqu'on a su repérer Pegasus, les informations finissent quand même par sortir. Alors on sait les protéger si tant est qu'on installe une solution de sécurité qui est capable de détecter Pegasus. Et le problème de l'utilisateur lambda, c'est qu'il fait confiance au marketing de Google ou d'Apple en disant, voilà, ce qui reste sur un iPhone, si je passe sur un iPhone, reste sur un iPhone, c'est les pubs d'Apple. Globalement, c'est pas vrai, on sait que c'est pas vrai, Pegasus l'a bien montré, et on le voit, il n'y a pas plus
d'attention qui est portée à la sécurité des mobiles par les particuliers. Alors, je vais faire réagir Charles Thibault. Vous connaissez bien ces problématiques dans les relations internationales. Les politiques devraient, a priori, être particulièrement sensibilisés et prudents. Est-ce que c'est le cas ou est-ce que ce sont des utilisateurs lambda, finalement ? Bah oui, finalement, ça reste des êtres humains. Et donc, même si on leur donne des terminaux sécurisés, si l'ANSSI, voilà, il joue un rôle très important, donc l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, évidemment, ils vont préférer peut-être des terminaux plus user-friendly, comme on peut dire, et donc beaucoup moins sécurisés. Le président de la République a dit qu'il utilisait notamment WhatsApp, et donc c'était une solution sécurisée. Évidemment, ça peut prêter à sourire pour une grande partie de la communauté de la cybersécurité, mais c'est quelque chose qui existe véritablement. Et en plus de cela, c'est que ces acteurs politiques, les gens qui font partie des campagnes présidentielles, ne sont pas non plus au courant des dispositifs légaux ou paralégaux qui permettent à de nombreux États, et on peut dire les principaux, les États-Unis, la Chine, la Russie, eh bien, de pouvoir espionner assez facilement les utilisateurs des équipements ou des logiciels de leur société nationale. Voilà, ça c'est quelque chose qui mériterait plus de sensibilisation, peut-être de formation, et en tout cas lever un petit peu cette naïveté ambiante qui nous dessert grandement. Comment est-ce possible aujourd'hui de rester dans cette naïveté ? Vous avez des actions que vous menez auprès des dirigeants, des décideurs aujourd'hui en France ? Alors oui, c'est notre quotidien. On a d'ailleurs énormément de clients, que ce soit en France ou en Europe ou même dans le monde entier. On a 200 millions de terminaux aujourd'hui qui sont sécurisés par une application Lookout. Donc globalement, il y a une prise de conscience, mais 200 millions sur les 6 ou 7 milliards de téléphones qu'il y a dans le monde, c'est pas grand-chose. Et alors, il est vrai que sur le marché français, nous, on est une boîte américaine, donc globalement, les administrations françaises ne sont pas forcément enclins. On parle beaucoup de souveraineté et de gouvernance de ce type de solution de sécurité. C'est vrai que pour les administrations françaises, c'est compliqué de prendre une solution de sécurité américaine pour protéger les mobiles. Même si on est les meilleurs sur ce marché-là, c'est aussi compliqué pour certaines administrations. Ce que je comprends. En revanche, il n'y a pas de solution française qui sont au niveau de ce qu'on fait et qui sont qui sont capables de protéger les téléphones de nos dirigeants. Je sens déjà que je vais avoir des réponses sur ce point. Non, mais c'est un peu le souci. C'est un peu le souci. Et voilà, on a l'expérience, on a la base installée, on a la base de connaissances qui va bien pour protéger contre la plupart des menaces mobiles. Charles Thibault, si on prend les considérations géopolitiques, est-ce que la France est plus particulièrement cyber-menacée au moment de l'élection présidentielle ? C'est un acteur menacé, ça c'est clair, mais en raison de la place de la France, qui est un acteur important sur la scène internationale, la 5e ou 6e puissance mondiale. C'est également aussi un acteur qui est important dans le processus décisionnel européen. Le nom de la France a une initiative européenne, mais cette initiative à terre, et donc il est extrêmement intéressant pour des acteurs extérieurs de vouloir peser sur le débat présidentiel français, dans la mesure où un acteur beaucoup plus susceptible de défendre leur position serait bien sûr un avantage très important. Et on sait en plus qu'en France, on est dans un système politique, sociopolitique extrêmement centralisé, concentré autour d'une figure, le président de la République, qui est un acteur relativement omnipotent dans les institutions. Et il est d'autant plus, disons, attrayant, convoité de cibler cette personne pour essayer d'avoir un candidat, justement, ou un président favorable aux positions de tel ou tel parti dans le monde. Est-ce qu'on a donc les armes suffisantes aujourd'hui ? Est-ce que les candidats peuvent être davantage équipés pour mieux protéger cette élection ? Les candidats, mais aussi la société civile à travers les réseaux sociaux, leurs smartphones. Est-ce qu'on est cyber-armé là pour attaquer cette campagne de manière un minimum protégée ? De mon point de vue, non, pas suffisamment. À la fois sur les réseaux sociaux, on l'a vu, la position de Facebook n'est pas suffisamment active, Twitter non plus, pas suffisamment active sur la propagation des fake news, même juste sur les liens, sur les faux liens qui vont justement amener des utilisateurs à installer des logiciels malveillants pour récupérer de l'information. C'est quoi, c'est un manque de réactivité aujourd'hui des réseaux sociaux face aux déclarations que vous pouvez leur faire ? D'ailleurs, j'imagine que vous dénoncez certaines pratiques régulièrement. Oui, alors c'est un manque de réactivité et c'est surtout aussi une intelligence, faut le reconnaître, des acteurs malveillants
qui ont bien compris que les fake news, les liens, les réseaux sociaux, les comptes Twitter qui diffusaient de l'information peuvent être suivis, relayés assez facilement. Ils jouent sur cette viralité, notamment soit pour publier des éléments malveillants, soit pour publier des fake news. Et il y a des armes aujourd'hui plus dangereuses qu'avant. On a parlé de l'outil Pegasus qui réclame même pas un clic sur un smartphone en fait. Alors oui, Pegasus, on va dire c'est le haut du panier en termes de menaces mobiles. Après, des logiciels comme Pegasus, il y en a plusieurs milliers. L'intérêt de Pegasus, c'est justement la capacité de déploiement sans interaction avec l'utilisateur. Ouais. Mais beaucoup de logiciels malveillants vont demander un clic ou 2 clics en bernant l'utilisateur. Et en fait, c'est des logiciels qui coûtent beaucoup moins cher, qui sont beaucoup plus abordables et qui sont souvent utilisés justement pour des cibles un peu, on va dire, moins médiatisées, moins ciblées. Mais l'idée, c'est de les berner en leur faisant cliquer sur un lien ou en faisant installer une application, en leur demandant une permission, en leur demandant l'accès à des données sensibles, sous prétexte de leur donner accès à une information privilégiée, soi-disant, et en fait on berne l'utilisateur et on viole sa vie privée. Ça, c'est la méthode plus simple, effectivement. Bah oui, c'est la méthode plus simple. La France a plutôt une stratégie de cyberdéfense que de cyberattaque. Est-ce que ça pourrait changer? Parce que ailleurs, autour de nous, c'est pas vraiment le cas. Alors, la France a déjà passé le cap d'établir une stratégie cyberoffensive depuis 2019, si ma mémoire est bonne. Donc ça change déjà. Mais alors pour le moment, on est, disons, mais toutes les parties sont finalement un petit peu empêtrées dans un problème insoluble. C'est l'attribution en fait de ces attaques. Il est extrêmement difficile techniquement, la plupart du temps, d'attribuer de façon sûre et certaine l'attaque à tel ou tel acteur, en particulier s'il s'agit d'un État, puisque vous vous doutez bien que si on se trompe, les conséquences diplomatique et au-delà pourrait être tout à fait catastrophique. Il y a cela, et puis il y a effectivement le fait qu'on est aujourd'hui face à un monde, le cyberespace, même si le terme peut paraître un peu désuet, qui est aujourd'hui complètement anomique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de normes. Aujourd'hui, il n'existe pas de traité sur la cyberconflictualité. Le groupe d'experts gouvernementaux de l'ONU, il travaille depuis des années et des années sans jamais aboutir au moindre résultat. J'ajouterai une chose aussi, pour rebondir sur ce que disait votre intervenant juste avant, c'est qu'il y a un marché de l'armement numérique aujourd'hui qui est extrêmement florissant. NSO en fait partie, évidemment. Il y a un marché des malwares, il y a un marché des 0D qui peut rapporter à celui qui les vend des centaines de milliers, voire des millions de dollars. Voilà, c'est quelque chose qui est assez préoccupant dans la mesure où aujourd'hui il y a une sorte de marchandisation de la vulnérabilité informatique, alors que peut-être dans les années 90 encore, même s'il y a quelque chose d'un peu mythique autour de cela, eh bien il y avait une forme de coopération, une forme de bénévolence de la part des hackers pour justement aider les éditeurs de logiciels, par exemple, à déceler ce type de vulnérabilité et venir les patcher. Là, c'est quelque chose qui a un petit peu disparu, malheureusement. Oui, alors c'est vraiment très préoccupant. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on peut garantir un minimum de sérénité là, pour l'échéance 2022? Déjà, sur l'ensemble des outils informatiques, il faut suivre les patchs, parce qu'effectivement, comme on l'a dit, les vulnérabilités sont découvertes tous les jours. Elles sont exploitées tous les jours avant que l'éditeur soit même au courant, avant qu'il mette le correctif de sécurité en place. En revanche, dès qu'il y a une mise à jour, il faut la patcher, c'est-à-dire qu'il faut l'installer. C'est plus grave aujourd'hui de ne pas installer les mises à jour que d'avoir un petit problème de fonctionnement suite à la dernière mise à jour Apple ou à la dernière mise à jour Android. Donc globalement, quand une mise à jour est disponible, que ce soit pour une application, que ce soit sur un PC ou que ce soit sur un téléphone, il faut la faire. Ça, c'est important parce que quand il y a une vulnérabilité qui est exploitée, tout de suite, quand il y a une vulnérabilité qui est découverte et qui est patchée, tout de suite, elle va être exploitée quasiment dans la journée. Donc c'est important d'être réactif. Après, il faut aussi. Donc ça, c'est un message. C'est un à message tous les décideurs et d'hygiène. Toutes les équipes de campagne. C'est ça. Hygiène informatique. Mettez à jour, évitez déjà d'avoir des connexions Internet ouvertes faut limiter un peu le trafic, limiter un peu ce qui peut s'exécuter, que ce soit sur un mobile ou sur un PC. Mettre à jour, mais c'est des bonnes pratiques en fait, c'est des bonnes pratiques d'informatique, de sécurité informatique. Est-ce qu'on aurait des pratiques plus spécifiques qu'on pourrait établir? C'est toujours de réfléchir avant de cliquer, mais c'est plus facile à dire qu'à faire, surtout avec l'instantanéité des messages. Mais voilà, juste réfléchir 1 à 2 secondes quand une information est, on va dire, trop grosse pour être vraie. Vous êtes dans l'éducation, la prudence, et ce qu'on explique, je dirais pas tous les jours, mais enfin quand même beaucoup, quand on parle de cybersécurité. On n'a pas des programmes spécifiques aujourd'hui pour protéger une élection?
le meilleur programme, c'est l'éducation. C'est de toute façon, c'est d'être capable d'éduquer. Alors effectivement, quand on parle d'éduquer des politiques sur la sécurité informatique, c'est pas forcément évident. Je ne sais pas, ça peut être par exemple d'avoir des stratégies. Qu'en pensez-vous, Charles Thibault? Est-ce qu'on peut mettre en place des stratégies pour contrer, prévenir des attaques, des cyberespionnages, des attaques d'influence sur la France? Ça me paraît compliqué. Il y a aujourd'hui effectivement des sortes de groupes de travail avec notamment les plateformes, les grandes plateformes technologiques type Facebook, Twitter, YouTube, etc., avec les gouvernements pour empêcher notamment tout ce qui est subversion, astroturfing, manipulation de masse, diffusion de fake news, etc., etc. Mais moi, je suis d'accord avec l'autre intervenant, c'est-à-dire que c'est une question d'éducation en priorité et bien comprendre aussi que on ne peut pas avoir d'alliés en la matière. C'est-à-dire que tous les États ont intérêt aujourd'hui à vouloir influencer le résultat de l'élection présidentielle. Et en fait, voilà, je veux jeter la pierre à personne. C'est-à-dire que je suis persuadé que nous-mêmes, nos services, font exactement la même chose sur le reste du monde. C'est un petit peu c'est le jeu, quoi, d'une certaine manière. Simplement, il faut comprendre qu'effectivement, les solutions techniques qu'on utilise, les logiciels, les équipements appartiennent à des entreprises qui sont soumises, à des règles juridiques qui les obligent notamment à introduire par exemple systématiquement des backdoors dans certains équipements ou certains logiciels. C'est le cas, ça a été montré par exemple avec les États-Unis. Vous savez, quand il a été question notamment de faire passer l'ensemble du parc informatique du ministère de la Défense en 2008-2009 chez Microsoft, vous avez un comité d'experts du ministère de la Défense qui a dit surtout ne faites pas ça parce que vous avez chez tous les éditeurs logiciels américains l'introduction de backdoors par la NSA de façon systématique. Et ensuite, on a eu des révélations d'Edward Snowden qui sont plutôt allées dans ce sens-là aussi. Donc, n'ayons aucune naïveté, mais voilà, réfléchissons peut-être au fait que voilà, potentiellement toute information divulguée sur les réseaux va être captée par un certain nombre d'acteurs et il faut plutôt agir en conséquence, c'est-à-dire agir sans naïveté. Et oui, parce que sinon on se retrouve à ne compter que sur les GAFAM finalement pour nous protéger, si on n'a pas nos propres solutions souveraines. Alors ça risque d'être un peu tard de s'y mettre dès aujourd'hui, en revanche. Du côté des smartphones, est-ce que c'est par là principalement que peut arriver la menace ? C'est entre autres par là, c'est pas que par là. C'est pas l'avantage du smartphone pour un attaquant, c'est que le smartphone vous suit tout le temps. C'est-à-dire qu'il est dans votre poche tout le temps, vous dormez à côté, à l'inverse d'un PC traditionnel qui est soit dans un bureau, soit dans une mallette la nuit. Et c'est peut-être aussi l'outil dont on se méfie le moins finalement. Oui, et puis voilà, il nous accompagne partout. Il a notre vie privée, il a notre vie professionnelle, il a tout. Alors effectivement, il est très utilisé par les députés, par les ministres, pour échanger. Alors, effectivement, ils utilisent aussi les outils qui sont utilisés par la population française, WhatsApp, Telegram et Instagram et toutes les applications un peu tendance de réseaux sociaux, parce que voilà, ils veulent aussi avoir une image un peu plus jeune de la politique et on voit avec les outils qu'ils utilisent, avec les lives YouTube, avec les lives sur l'ensemble des plateformes de réseaux sociaux, ils ont besoin d'accéder à ces informations-là. Le problème, c'est d'ouvrir les téléphones mobiles des députés, enfin en tout cas des politiques, à ce type d'usage, ça amène forcément des risques supplémentaires. Et ils vont pas faire plus attention parce que voilà, ils ont un compte Telegram ou un compte Instagram sur leur téléphone. Ça peut être une menace et ça sera une menace, on le sait, on l'a vu. Et ça va se reproduire, ça c'est certain. Tant qu'ils ne mettent pas en place les solutions de protection pour sécuriser leur téléphone, ça se reproduira. Charles Thibault, un dernier conseil pour les candidats à l'élection. Est-ce que vous allez essayer de les sensibiliser sur cette question de la protection numérique de l'élection ? Moi, non, je vais rester très humble et surtout pas me lancer dans ce genre de non, mais formation. Je pensais au travers de l'IRIS. Est-ce qu'il y a des projets justement d'information ou des documents qui peuvent attester des dangers aujourd'hui et des affaires qui ont déjà existé autour des élections ? Alors autour des élections, je ne suis pas sûr qu'on ait écrit là-dessus, mais effectivement, on travaille assez régulièrement sur effectivement les liens qui peuvent exister entre certaines entreprises et leur état de tutelle. En ce moment, moi, je travaille particulièrement sur la Chine à cet égard, notamment autour de la 5G, pour expliquer effectivement ce risque d'introduction de backdoor systématique dans les équipements et logiciels. Je crois qu'effectivement, le principal conseil qu'on peut donner à nos hommes politiques, c'est de se former sur ces questions. Certes, ça peut
paraître un peu aride de prime abord d'attaquer un sujet comme ça, un peu ésotérique, mais finalement on s'y fait assez bien. Moi-même, je ne suis pas un technicien de base, j'ai une formation en sciences sociales et j'ai compris à peu près, si vous voulez, les grandes considérations techniques qu'il faut avoir. Et ensuite, on peut raccrocher ça très facilement à des éléments de politique internationale ou de règles juridiques. Et ça se fait très bien. Et je pense que chaque candidat doit avoir dans son équipe quelqu'un qui est capable, effectivement, de connaître ces considérations juridiques et géopolitiques. Et ben voilà une mesure qu'on pourrait prendre. Ça serait un conseiller en cybersécurité pour les candidats. Merci beaucoup, Charles Thibault. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche à la Joint European Disruptive Initiative et chercheur associé à l'IRIS. Et merci aussi à Bastien Bob, qui était en plateau, directeur technique Europe continentale chez Lookout. On part en pause et ensuite on se retrouve pour parler de l'actu économique autour du jeu vidéo.